Donc bonjour à tous, une courte présentation en ce qui me concerne. Donc je suis Xavier Humel, je suis en charge des activités de Menovation en France. J'ai 25 ans d'années d'expérience professionnelle. Je suis pas très ancien chez Menovation, j'ai plutôt une focalisation énergie et utilité, mais bien sûr je aussi interviens dans tout un tas de secteurs et puis à droite un certain nombre d'entreprises dans lesquelles je suis intervenu récemment ou il y a plus longtemps dans le domaine de la maintenance. Alors un mot au préalable sur la FIM. On réalise ces webinaires avec la FIM. On est adhérent à la FIM. Et pour ceux qui ne le seraient pas, un message sur l'intérêt d'adhérer à la FIM. C'est très important d'adhérer à la FIM. La FIM est une association française des ingénieurs et responsables de maintenance qui défend le métier de la maintenance, métier qui est parfois un peu mis de côté, en tout cas dans l'univers des métiers industriels. Et il est très important d'adhérer à la FIM parce que la FIM contribue à défendre le métier auprès des différentes parties prenantes. Elle assure aussi, elle participe à la définition des programmes des organismes de formation à la maintenance. Elle met en réseau, elle diffuse de l'information, elle contribue à l'élaboration des normes de maintenance. C'est une association de bénévoles. Et il est important il n'y a pas de salariés dans cette association. Il est important de contribuer à la FIM vraiment pour soutenir ce métier qui en a bien besoin. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler je vais faire une petite introduction sur Menovation, je vais vous parler de fiabilisation, et puis je vais vous parler aussi d'un outil qu'on a chez Menovation qui permet d'optimiser le plan de maintenance et de se positionner sur la bonne stratégie de maintenance, en tout cas celle qui crée le plus de valeur. Alors, c'est quoi une stratégie qui crée le plus de valeur? C'est surtout, on va le voir, une stratégie qui optimise l'approche de maintenance et donc les coûts de maintenance. Je vais d'abord vous revenir un tout petit peu sur Menovation. Donc, pour mémoire, si vous nous suivez régulièrement, on est une quarantaine de consultants. On est basé aux Pays-Bas, en Belgique et en France. On a une présence, on intervient dans tout un tas de pays. On a développé une méthodologie qui s'appelle VDM XL. Je vais y revenir un tout petit peu. C'est celle qui est représentée en bas à gauche. On intervient dans tout type de secteur industriel, que ce soit des usines, mais aussi des entreprises de flotte ou des secteurs de l'infrastructure, et on contribue à tout un tas de sujets. Notre vrai métier, c'est de transformer, de professionnaliser la fonction maintenance. Donc, on peut faire des diagnostics, on peut accompagner cette fonction maintenance dans la mise en place de processus d'organisation professionnelle, mais on peut aussi assister les entreprises pour sélectionner et déployer des GMAO. On peut optimiser le cycle de vie d'équipement, on peut fiabiliser certains équipements. On contribue aussi à mettre en place, par exemple, des tableaux de bord de maintenance. On aide des entreprises à se certifier en ISO 55000, faire de la formation, on peut coacher, on a des jeux aussi pour faire prendre conscience de l'intérêt de la maintenance. Et donc, on intervient sur tout type de sujet autour de la transformation de cette fonction. Voilà, sur cette page, quelques exemples d'entreprises chez qui on est intervenu. Il y en a énormément dans tout type de secteur. Voilà, il y en a peut-être chez qui vous placez. Alors, quelques mots sur la création de valeur. Parce qu'on aime bien chez Menovation la notion de création de valeur en maintenance. Souvent, évidemment, comme vous le savez, la maintenance est perçue comme un centre de coût. C'est d'ailleurs un des sujets que je traite précisément aujourd'hui. Et on a des directions financières qui donnent des budgets, indépendamment un peu des besoins de maintenance, des besoins de l'exploitation. Et puis après, ces budgets sont plus ou moins respectés. Et on s'aperçoit d'ailleurs que quand on contraint les budgets, de toute façon, tôt ou tard, on a des dépenses qui vont arriver dans les années qui suivent. Donc, contraindre un budget n'a pas beaucoup au final d'intérêt sur plusieurs années. Et donc, nous, ce qu'on dit toujours, c'est que la maintenance, en fait, crée de la valeur. Elle peut contribuer à augmenter la disponibilité technique des équipements. Donc, dans ce cas-là, elle va bien sûr créer de la valeur, du chiffre d'affaires et donc de la marge associée. Bien sûr, parfois, il peut être opportun de réduire et d'optimiser les coûts de maintenance lorsqu'ils sont trop importants. Mais la maintenance contribue aussi à maîtriser les risques, santé, sécurité, environnement, qualité, et donc à être en conformité avec les nouvelles réglementations et à réduire les risques. Et puis, elle peut aussi allonger la durée de vie des équipements, donc jouer sur le montant des CAPEX.
réduire les investissements nécessaires en optimisant le design des solutions, en optimisant évidemment le coût du cycle de vie, et puis réduire le stock de pièces de rechange, qui sont aussi en général des coûts capitalisés. Donc la maintenance crée de la valeur en jouant sur un ou plusieurs axes de création de valeur. Alors par rapport à ça, derrière, une fois qu'on a choisi un peu son axe de création de valeur dominant, on se doit de maîtriser un certain nombre de processus maintenance. Alors ici, je vais pas rentrer dans le détail de ce modèle, c'est pas l'objet aujourd'hui. Mais nous, on représente en tout cas les processus maintenance selon cette cartographie. Il y en a 12, c'est ceux qui sont indiqués en noir. Les deux principaux étant évidemment l'animation de la disponibilité technique des équipements et le contrôle des coûts associés. L'objectif de la maintenance étant de jouer sur ces deux paramètres. Et pour ça, elle va ensuite jouer sur la définition des plans de maintenance et la partie fiabilisation. Une fois qu'elle aura défini des plans de maintenance préventive, elle va planifier, organiser, préparer des interventions, éventuellement planifier du correctif même qui est planifiable ou traiter des demandes urgentes, et elle va exécuter de la maintenance pour réaliser des interventions préventives ou correctives. Et puis, elle se doit aussi de maîtriser des données, maîtriser de la sous-traitance, gérer des pièces de rechange, gérer des compétences, des outils, pour, à la fin, avoir un ensemble professionnel de maintenance qui contribue à atteindre les enjeux et les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plus de fiabilisation, de ce qu'on appelle en anglais le reliability engineering. Et c'est cette case-là qui est au milieu, qui est un peu dans cette chaîne. Et c'est un peu la fiabilisation, c'est un peu la pierre d'achoppement, puisqu'on va traduire en fait dans des plans de maintenance des objectifs de disponibilité technique et ou de contrôle des coûts. C'est bien en faisant plus ou moins de préventif qu'on va pouvoir maîtriser en fait les équipements. Et encore une fois, soit avec une vision disponibilité, soit avec une vision coût, soit les deux. Et en tout cas de faire en sorte qu'à la fin, on ait le meilleur plan de maintenance possible. Alors on regarde, c'est quoi le meilleur? C'est au regard évidemment des objectifs d'exploitation, au regard de l'état des équipements, au regard de sa propre performance. Et c'est comme ça qu'on peut définir le bon plan de maintenance. C'est toujours ça. Ce qui est toujours un peu compliqué dans cette étape-là, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que je suis à coût optimal? Et c'est là justement où on va parler de l'outil Improver un peu plus tard. Ce que je vous propose d'abord, c'est de revenir un peu sur quelques notions de fiabilisation et de resituer ça un peu dans, en tout cas, la place de l'outil dans le contexte de la fiabilisation. Alors, l'ingénierie de fiabilité, c'est quelque chose donc qui permet de définir normalement la bonne approche maintenance. C'est là où on va parler d'efficacité. Donc, si on n'en fait pas du tout, on va être plutôt pas efficace. Et si on en fait, on va essayer d'être efficace, c'est-à-dire d'avoir le plan de maintenance qui délivre les résultats que l'on souhaite obtenir. Mais il y a un autre axe, évidemment, qui est celui de l'efficience, c'est-à-dire du rapport entre les résultats et les moyens. L'objectif de la préparation et de la planification, c'est finalement d'optimiser les moyens que l'on va mettre en place pour réaliser la maintenance que l'on souhaite faire. Alors, on peut être efficient, mais pas du tout efficace. On peut être efficace et pas efficient. Évidemment, la maintenance appropriée, c'est celle qui est bien définie et qui est correctement préparée et planifiée. Et puis après, il y a encore l'exécution. Il faut évidemment avoir le bon geste de maintenance, faire bien du premier coup. Et ça, c'est la maintenance idéale. Mais ce qui est sûr, c'est que on peut être très bon techniquement, on peut avoir une très bonne préparation et une très bonne planification, mais tout ça n'a de sens que si, évidemment, on a défini la bonne approche maintenance. Et c'est ça le rôle de l'ingénierie de fiabilité. Petit rappel également, il y a 3 types de stratégies de maintenance. Il y a la maintenance corrective. C'est en général, c'est celle qu'on réalise après défaillance. Et puis il y a la maintenance préventive. C'est celle que l'on fait avant défaillance ou juste au moment de l'apparition, en effet, des premiers dysfonctionnements. Alors, la maintenance préventive, elle va se décomposer en deux, normalement. Il y a la maintenance conditionnelle et l'entretien périodique. La maintenance conditionnelle, c'est celle que l'on va faire en détectant des premiers signes de faiblesse. C'est lié à une observation. Et l'entretien périodique, c'est sur compteur. Ça peut être le temps, ça peut être des kilomètres, ça peut être une autre valeur.
c'est celle que l'on fait de manière systématique à partir du moment où le compteur atteint une certaine valeur. Alors, on voit souvent d'ailleurs une mauvaise définition de la maintenance conditionnelle, souvent une maintenance conditionnelle qui est liée par exemple au kilomètre. En fait, c'est pas de la maintenance conditionnelle selon les définitions d'ailleurs des normes, c'est en fait une définition, une maintenance périodique sur un paramètre qui n'est pas le temps. La maintenance conditionnelle, c'est j'ai telle observation, alors je déclenche ma maintenance. Mais tout ça est défini dans les normes, de même que la maintenance prévisionnelle, la maintenance conditionnelle ou la maintenance de type périodique. Alors la meilleure maintenance, elle est toujours jamais très facile à définir. Là, on voit quelque chose qui est classique pour les maintenanciers, c'est la courbe en baignoire. La courbe en baignoire qui dit que lorsqu'on installe un équipement, au début, on va avoir plutôt des défaillances, ce qu'on appelle la mortalité infantile. C'est le temps qu'il est nécessaire d'avoir pour régler sa machine. Puis après, on rentre dans une période de vie utile, de période de fonctionnement nominal, où on va avoir un taux de défaillance relativement constant. Et puis, on arrive enfin dans la partie la plus à droite, dans la partie de la fin de vie, la vie mature, où on constate généralement une augmentation du taux de défaillance. Alors, tout ça, c'est lié au phénomène d'usure, si tant est qu'on effectivement les équipements ou les installations se comportent de cette manière. Or, il y a d'ailleurs des études assez nombreuses qui ont été faites sur ce sujet, toujours très souvent tirées par l'aéronautique et l'aérospatiale, et selon les natures de composants, en fait, on va avoir des évolutions du taux de défaillance qui sont radicalement différentes. On va être plutôt assez brutal pour l'électronique, plutôt plus progressif pour la mécanique, et puis avec des variations importantes en fait selon les équipements. Donc définir le bon plan de maintenance, c'est jamais évident. Et la maintenance préventive, elle est efficace, elle a de sens que si le taux de défaillance augmente, et puis si le coût de la prévention est inférieur à l'effet de la défaillance. Et ça, c'est très important. Et la maintenance prévisionnelle, celle que l'on va chercher avec des choses plus élaborées, elle peut être efficace que si évidemment on peut être averti à temps. C'est-à-dire que si on n'a pas le temps si on a une maintenance prévisionnelle ou conditionnelle qui indique que quelque chose va arriver, mais que le temps de réaction doit être inférieur je sais pas, à la minute, au quart d'heure ou à la demi-heure et que ça laisse pas de temps pour réagir, alors ça n'a pas de sens, ça peut pas être efficace. Et il faut évidemment que le coût de la mesure soit inférieur à l'effet de la défaillance. S'il s'agit de déployer des coûts absolument colossaux pour repérer des choses dont l'effet finalement est à moins de valeur, alors évidemment ça n'a pas beaucoup de sens. Donc définir un plan de maintenance, c'est jamais facile, et il faut effectivement pouvoir toujours se dire, mais est-ce que mon coût, ma maintenance prévisionnelle, conditionnelle, rapporte bien, va bien me rapporter de l'argent par rapport aux effets et aux conséquences que ça peut avoir. Alors, vous avez là un exemple de schéma décisionnel d'une stratégie de maintenance. On peut l'affiner, on peut l'élaborer. Et pardon, c'est en anglais, mais en fait, la meilleure maintenance, dépend d'un certain nombre de critères. Par exemple, si on a une défaillance ici, dont l'effet est mineur et la fréquence est faible, alors en général, on a plutôt intérêt à laisser aller jusqu'au ce qu'on appelle le run to failure, jusqu'à la défaillance, et de corriger ensuite. Alors évidemment, après, on rentre dans tout un tas de cas un peu plus élaborés où si on a des effets un peu majeurs un peu plus importants avec des fréquences peut-être un peu plus fortes, alors peut-être qu'on peut trouver une solution. Et si la solution elle présente un ROI intéressant, alors dans ce cas-là, on peut corriger le design ou modifier l'équipement pour avoir un peu moins de fréquences ou un peu moins d'effets. Mais parfois, on peut pas toujours éliminer le problème. Donc, il faut pouvoir le détecter. Et puis, il faut savoir si cette détection, si on peut détecter ou si le phénomène d'usure, le phénomène de défaillance est progressif. Mais s'il est progressif, on va arriver à ce niveau-là et il faut s'assurer qu'on ait ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire la dispersion en fait de la défaillance ou
qui soit pas trop large, parce que si une défaillance arrive au bout de, je dis n'importe quoi, au bout d'un mois, et puis on remplace l'équipement, et puis après ça peut durer 6 mois, et puis on a une variation très forte entre 1 mois et 6 mois finalement des périodes de fonctionnement. Alors, on va arriver à si on cherche à mettre en place une maintenance préventive, on aurait tendance à se caler un peu vers la période la plus courte, mais ça va devenir très coûteux. Donc ça dépend en fait de cette dispersion. Si elle est faible, alors oui, on peut mettre une maintenance périodique, c'est assez intéressant. Et si on a une dispersion très, très large, alors on a intérêt à mettre en place des inspections les plus précises possibles pour pouvoir détecter et déclencher l'intervention au plus juste au moment où le dysfonctionnement commence à apparaître. Bref, la meilleure stratégie de maintenance, c'est celle qui dépend évidemment des modes de défaillance et de ce que l'on peut détecter. Et c'est exactement d'ailleurs le principe même des AMDEC, des analyses de mode de défaillance, des effets, de leur criticité et la détectabilité des événements. Alors, on a mettre en place en fait un plan de maintenance. Nous, on l'organise de la manière suivante. On l'organise selon un processus qui est en 4 étapes, avec plein de sous-étapes. Et on pense même que c'est un cercle d'amélioration continue, parce qu'un plan de maintenance n'est jamais défini pour toujours. Il n'est jamais défini pour toujours parce que les objectifs ou les conditions d'exploitation changent, les équipements vieillissent, et puis c'est pas une vérité mathématique, donc on a besoin aussi d'essayer quelque chose, de tester, d'ajuster. Et le processus, les 4 grandes étapes pour nous d'un processus de fiabilisation sont celles qui sont indiquées sur la page. Il faut se concentrer sur les installations les plus critiques. Il n'est pas forcément nécessaire d'élaborer une ingénierie de fiabilité sur des équipements moins critiques ou qui sont redondés ou qui sont pas importants. La deuxième étape consiste à définir ou optimiser le plan de maintenance. La troisième, c'est d'implémenter le plan de maintenance et de le faire appliquer. Et souvent, on a des ingénieurs fiabilistes d'ailleurs qui s'arrêtent à l'étape 2, qui ont défini le plan de maintenance, mais qui vont pas jusqu'à l'étape 3, qui consiste vraiment évidemment à expliquer, à déployer les instructions de travail détaillées, voire mettre en place les outils de mesure qui permettent de soutenir les inspections éventuelles, et puis surtout d'évaluer les performances chaque année ou au bout d'une certaine période pour pouvoir réajuster le plan de maintenance. Et on constate bien souvent des plans de maintenance qui durent plusieurs années et qui n'ont pas été révisés au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, alors que les conditions ont largement changé. Alors, quand on rentre un peu dans le détail de cette feuille de route de l'ingénierie de fiabilité, on va, en première étape, donc, je vous disais, sélectionner les installations les plus critiques. Il y a un élément qui est très important, c'est d'établir une matrice de risque, une matrice de valeur qui va permettre de classer, en fait, ensuite les modes de défaillance. Une fois qu'on a sélectionné les installations les plus critiques. Et on peut sélectionner aussi plusieurs approches d'ingénierie de fiabilité. Il y a bien sûr l'AMDEC, mais c'est pas la seule. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Ensuite, il s'agit, dans la deuxième partie, évidemment, de collecter des données, de préparer des analyses quand c'est possible. Sinon, on peut faire une analyse des modes de défaillance sur du déclaratif, sur l'expérience des individus, mais quand on peut y rajouter des données, c'est un peu mieux. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, à un moment, il s'agit de recenser ces modes de défaillance, de les analyser, de les décrire, de les classer pour évidemment traiter en priorité les plus critiques selon les effets et selon la fréquence. Ensuite, on peut mettre en place les actions de maintenance préventive, donc choisir des pièces, valider des résultats et définir vraiment les actions pour les implémenter dans l'étape 3. Constituer le plan de maintenance, ça veut dire grouper les tâches entre elles, soit par discipline, soit par période ou par machine. Rédiger les descriptions et les instructions de travail, implémenter évidemment les plans de maintenance dans les systèmes et dans les GMAO, et puis former les employés pour réaliser les instructions et mettre en œuvre le plan de maintenance. Et enfin, comme je vous disais tout à l'heure, évaluer les performances dans l'étape 4. Alors, on a un outil justement qui permet de soutenir une partie de ces tâches. Cet outil s'appelle Improver et il va permettre en fait de concevoir, pas de concevoir le plan de maintenance, mais de s'assurer que le plan de maintenance en fait est efficient.
et qu'il est au meilleur coût. Et évidemment, un plan de maintenance est censé prévenir des effets. Donc, ça permet de mettre, de comparer à la fois des coûts de préventifs et des coûts et des coûts de correctifs et surtout des impacts des défaillances. Et c'est ce que je vous propose de regarder maintenant. Cet outil se présente un peu de la même manière que le processus qu'on vient de voir. Donc, on va retrouver à peu près nos 4 étapes. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail maintenant de l'outil pour vous décomposer un peu les différentes strates et les différents blocs. Alors, Improver 5.0, c'est un outil qu'on a révisé d'ailleurs récemment. Il est malheureusement en anglais, mais il est effectivement structuré de cette manière-là. Donc, on va retrouver en fait une première couche où on va définir les éléments de base, un peu comme dans un processus, qui permettent de faire cette analyse de fiabilité. Donc, il s'agit de collecter d'abord des données, de savoir si on va être plutôt en effet sur, comme on va calculer en tout cas, est-ce qu'on va être plutôt sur les coûts, sur la disponibilité, d'affecter des points en tout cas aux critères de création de valeur, surtout de rentrer une matrice de risque dont je vais reparler. Dans le volet analyse, on va pouvoir rentrer justement des éléments liés à l'INDEC, au mode de défaillance. On va pouvoir faire évidemment d'autres types d'analyses, de type PMO. Ça, c'est quand on a déjà des plans de maintenance définis. On va pouvoir les introduire en fait dans l'outil et les comparer à des données pour vérifier leur efficacité, l'efficacité de ces plans de maintenance. On peut faire des analyses ASOP ou des analyses de RAMS, fiabilité, disponibilité, maintenabilité. Ensuite, une fois qu'on a défini le bon plan de maintenance, on peut voir ses effets en effet sur le coût du cycle de vie, sur en effet la durée de vie d'un équipement. On peut aussi faire des analyses de pièces détachées et regarder l'impact sur le coût d'un stock. On peut aussi construire en fait des work packages à partir de tâches de maintenance. Et puis on peut lier ça à une décomposition à une arborescence d'équipements qu'on a introduit dans l'outil. Et enfin, on peut dans ce dernier volet présenter les résultats en tout cas du plan de maintenance et surtout introduire ça dans un outil de GMAO. Alors je vous propose maintenant de regarder un exemple concret de ce que l'on peut faire avec l'outil Improver et reprendre un petit peu quelques étapes en tout cas de cet outil en se plaçant dans une situation où on aurait effectivement un équipement, une installation avec un plan de maintenance à construire et à optimiser. Et c'est exactement le type d'ailleurs de questions qu'on a de temps en temps avec nos clients, où ils nous disent, voilà, aidez-nous à construire le bon plan de maintenance, en tout cas, ou à vérifier que le plan de maintenance qu'on est en train de mettre en place permet d'optimiser nos effets et est efficient du point de vue des coûts. Alors, ça consiste toujours, ce qui est très important évidemment pour faire fonctionner l'outil, et l'outil fonctionne là-dessus, c'est d'avoir une matrice de risque et de valeurs qui permettent de positionner en tout cas les différentes modes de défaillance et les différentes actions qu'on va mettre en place. Alors juste un petit rappel d'abord, les risques, c'est toujours bien sûr la probabilité fois un impact. C'est la probabilité qu'un événement apparaisse et qu'il ait telle conséquence. Et l'objectif de la maintenance, c'est évidemment de réduire les risques et donc de créer de la valeur en réduisant les risques. Alors une manière de représenter toujours aussi la probabilité fois l'impact, c'est de se dire il peut y avoir des risques faibles avec une haute probabilité ou des risques très forts, à fort impact, avec une très faible probabilité. Et ça, c'est une façon de les représenter simplement. Donc c'est avec un petit bonhomme qui marche et en effet avec des trous et des pics. En haut à gauche, évidemment, on aura une haute probabilité et un faible impact.
À droite, on aura une faible probabilité en haut à droite et un fort impact. Et évidemment, en bas à droite, par exemple, une très haute probabilité et un très fort impact. Mais les risques, c'est toujours ces deux notions, ces deux dimensions, et qu'il est nécessaire d'avoir. Et c'est comme ça qu'on construit une matrice de risque. Et c'est comme ça qu'on nourrit également notre outil. Alors ça, dans notre outil Improver, ça va se représenter de la manière suivante. Il s'agira d'abord de définir en effet une fréquence, un cycle de fréquence. Ça peut être hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel, etc., etc. Et puis on va commencer à remplir des conséquences, des effets selon différents axes qu'on peut évidemment paramétrer dans notre outil. Ça peut être la sécurité, la santé, l'environnement. Là, ici, on a mis réputation, mais ça peut être aussi des coûts opérationnels, c'est-à-dire des coûts d'indisponibilité de machines, ou des coûts techniques qu'on peut représenter sur cette échelle-là. Et là, par exemple, sur les coûts d'indisponibilité, ça peut être une indisponibilité d'1 heure, de 10 heures, de 5 jours, de 50 jours ou d'une année et demie. Évidemment, classiquement, on prend des choses qui sont un petit peu logarithmiques et pas linéaires pour pouvoir aussi bien dimensionner en tout cas les risques et surtout affecter un bon poids aux différents risques. Alors après, ce qui est très important pour faire fonctionner l'outil, c'est de valoriser en effet ces différents risques et d'y associer une valeur, que ce soit sur la santé, la sécurité, l'environnement, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir en effet affecter et bien sûr une valeur à un mode de défaillance qui aura telle fréquence et tel effet. Mais vous allez voir sur un exemple comment on peut faire fonctionner ça. Donc, première étape, c'est de saisir cette matrice de risque. Et de toute façon, dans toute analyse Amdec, qu'elle se fasse avec cet outil ou d'ailleurs ou sur un fichier Excel ou à la main, on a besoin de passer par cette étape. Alors, donc, deuxième étape importante, évidemment, ça va être de faire l'analyse Amdec à proprement parler. Et elle repose, tout ça repose en fait sur cette courbe-là, qui consiste à optimiser le plan de préventif par rapport à du correctif et à ses effets. Si on représente un graphe comme ça, où on met les coûts en ordonnée et le plan de préventif en abscisse, alors le coût des préventifs sera linéaire. Forcément, l'axe des abscisses étant le coût de préventif, on aura une droite. Pour le coût du correctif, on peut le tracer, au moins théoriquement, en disant s'il n'y a pas de préventif, alors on n'aura que du correctif, et a priori, ça va tendre en tout cas vers des valeurs très élevées. Et puis si on fait que du préventif, on n'aura plus de correctif du tout, parce qu'on sera en train de changer tout le temps. Et si on fait la somme des deux, c'est-à-dire le coût total de maintenance, le coût de préventif et de correctif, alors on a la courbe verte, et qui donc est très élevée quand il n'y a pas de préventif et forcément très élevée également quand il y a beaucoup de préventif. Et en physique ou en maths, ça, en général, ce type de courbe passe par un optimum. Et l'objectif, c'est d'essayer de le calculer. Alors, ce qu'il faut intégrer dans les coûts, en revanche, et notamment du côté correctif, c'est évidemment le coût des conséquences, le coût des effets. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir optimiser le plan de préventif, puisque le préventif est supposé éviter à la fois le coût de l'intervention, mais aussi le coût des conséquences. Et en général, on va trouver une zone optimale ici, avec un certain niveau de préventif par rapport à un certain niveau de correctif et de ses effets. Et l'objectif de l'outil, c'est de faciliter ce calcul. Alors, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut faire à la main, mais c'est un peu fastidieux, surtout si on veut s'ajuster. Et donc là, avec Improver, on va pouvoir le faire plus facilement. Donc, une fois qu'on a défini la matrice de risque, on va rentrer donc dans ce module-là et on va se placer dans une situation où on a effectivement pas de plan de préventif. On va définir l'équipement, l'arborescence. On a tout un tas de fenêtres là pour expliquer, pour saisir
où est-ce qu'on se situe, en tout cas d'un point de vue géographique dans l'atelier des équipements, et puis à quel niveau de l'arborescence, et puis en effet qui le fait et à quel moment on le fait. Donc on va avoir en effet, on va prendre l'arborescence des équipements qui est ici est évidemment très simple. On a pris une station de pompage, on a pris la pompe à l'intérieur, le casier et l'impeller, et puis on va décrire en tout cas des différents modes de défaillance associés. Et là, on prend par exemple les roulements et on va prendre seulement l'usure comme phénomène de défaillance. Donc on va rentrer dans le détail. C'est ici qu'on peut évidemment saisir tout un tas de modes de défaillance et puis on va décrire en tout cas le mode de défaillance, c'est-à-dire dû à l'usure. On va avoir comme conséquence l'arrêt de la pompe et donc associé à ça un arrêt du flux et donc une perte de production. En tout cas, l'outil permet de décrire les modes de défaillance, leurs effets, exactement de la même manière que si on remplissait un fichier Excel. Alors évidemment, ce qu'il faut remplir aussi, c'est valoriser les effets et surtout indiquer la probabilité. Donc on va cliquer simplement, c'est dans l'outil, c'est très facile, il suffit d'appuyer avec la souris sur les cases où on veut en tout cas matérialiser les effets. Donc on peut dire, ben voilà, ça n'a pas d'impact sur la sécurité et la santé, ça a un petit impact éventuel sur l'environnement, ça a des effets qualité de tel niveau. On pense que ça risque qu'il y ait 5 jours d'indisponibilité technique et un coût de maintenance de 1 500 €. Et puis ça peut arriver en termes de fréquence tous les 5 ans. Ce qui permet de rentrer en fait un coût annuel en divisant évidemment le coût par la probabilité. Donc on a un coût annuel à la fin de 30 000 € à peu près. Alors par rapport à ça, il se propose de mettre en place des actions de maintenance préventive telles qu'elles sont indiquées ici et de les valoriser surtout. Donc, ce qui est proposé dans le plan de maintenance, c'est de faire de l'analyse vibratoire pour tous les mois. Ça sera fait d'ailleurs par les opérateurs ou par la première ligne. Et puis, ça coûtera 50 € par mois. Et puis, on sait que ça ne sera pas suffisant et de toute façon, on aura besoin de remplacer certaines pièces, ces roulements, et tous les 5 ans. Et puis, ça coûtera donc 500 €. Et ça permet de réduire évidemment les conséquences, et puis ça a un certain coût. Donc, ça va normalement permettre si on le fait en préventif, de faire en sorte que finalement le risque de défaillance n'ait pas lieu tous les 5 ans, mais tous les 15 ans, parce qu'il restera encore des fois où finalement la pompe cassera ou les roulements casseront avant la fin de vie prévue de l'équipement. Mais du coup, on pense que l'événement n'arrivera que tous les 15 ans, qui fera passer en fait le coût de la défaillance donc, de 30 000 à 5 000 €. Alors, ce qui est intéressant ensuite, c'est de se dire, bah oui, mais est-ce que finalement, ça vaut le coup? Est-ce que mon plan de maintenance est bien optimisé? Et en fait, ce que propose l'outil, c'est justement de mettre en regard les coûts de préventif annuels avec le coût du risque résiduel annuel. Et quand on regarde l'un avec l'autre, on s'aperçoit qu'on a des coûts de préventif de l'ordre de 700 € par an, mais des coûts résiduels de 5 000 € par an. Et donc, on est très probablement dans la partie gauche de la courbe, dans la partie sous-optimisée. Certes, le risque n'est pas très élevé, mais si on le ramène à l'année, il est quand même supérieur à ce qu'on dépense en préventif. Et donc, on a probablement l'opportunité de prendre un peu plus d'actions préventives pour éviter ce risque. Alors certes, on est à des fréquences qui sont extrêmement faibles, enfin relativement faibles, de l'ordre de 15 ans, mais quand ça arrive, il se trouve que le coût a telle valeur.
Et donc, finalement, on peut aller plus loin parce que 700 fois 15, ça reste de toute façon inférieur à 5 000 euros. Alors, à 5 000 euros fois évidemment 15 ans. Alors dans ce cas-là, on peut par exemple, alors c'est là la proposition, on peut se dire, bah oui, mais en fait, on a 5 jours d'indisponibilité parce que on n'a pas le stock approprié de pièces de rechange. Et donc, on peut tout à fait décider d'augmenter le stock de pièces de rechange, en tout cas c'est ce qui est proposé dans le cas. Et si effectivement on mettait en place un roulement supplémentaire en stock pour une valeur de 500 euros, alors dans ce cas-là, ça ferait monter le coût de maintenance préventive à 753 euros. Donc ça serait certes un peu plus cher, mais ce qu'il faut voir ensuite, c'est l'effet, la conséquence sur les effets. Et en fait, on n'aurait plus 5 jours d'indisponibilité. Et ça, c'est en discutant avec les experts qu'on peut ajuster cette valeur, mais on aurait seulement 10 heures d'indisponibilité qui seraient, par exemple, consacrées à aller chercher la pièce et à la mettre, évidemment, dans l'installation. Donc, on n'aurait plus que le temps, finalement, de réparation en tant que tel. Et dans ce cas-là, bien sûr, le coût est complètement modifié, puisque en bas, on va avoir, au lieu d'avoir 5 jours d'indisponibilité pour 150 000 euros, on va avoir 10 heures d'indisponibilité pour 15 000. Donc, ce qu'on avait calculé avant, rapporté à 15 ans, en fait, serait bien inférieur. Et puis, surtout, on pourrait considérer qu'on aurait éventuellement une fréquence encore ajustée. Et en jouant donc à la fois sur les actions préventives et leurs conséquences, alors on ajuste le coût des actions préventives et surtout les risques résiduels après action, et on arrive comme ça à équilibrer les deux. Et là, c'est juste une représentation graphique d'aide à la décision pour dire bah, on est bien dans la situation optimale d'équilibre entre le coût de la maintenance préventive et le coût et les conséquences des défaillances. Et donc, quand on équilibre les deux, c'est bien là où on a, a priori, optimisé le plan de maintenance préventive et qu'on est à l'optimum de cette courbe bleue. Et donc, au final, c'est ce que permet l'outil en ajustant, en rajoutant des actions préventives. Et c'est un outil particulièrement utile, évidemment, en discutant avec les experts, en discutant avec les techniciens de maintenance, avec les responsables de maintenance. On peut comme ça élaborer en fait le bon plan de maintenance et celui qui est le plus, encore une fois, le plus pertinent, le plus optimal en termes de coût pour arriver évidemment à maîtriser les effets et les conséquences et optimiser les coûts. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut effectivement, par exemple, relier ça à une structure d'arborescence. Là, on a pris par exemple une structure telle qu'elle est décrite ici. On a différents types de pompes, on a différentes stations, on a des réservoirs, voilà, c'est comme ça qu'est constitué le terminal. Et on peut associer en fait le plan de maintenance avec les actions préventives élaborées au bon type de pompe. Et donc, on peut facilement, dans l'outil, en fait, relier le plan de maintenance défini à l'asset considéré. Et il suffit de relier, enfin, il y a les fonctionnalités pour ça. Et quand on établit ça pour chaque type d'équipement, on peut à la fois construire, comme ça, construire son plan de maintenance et à la fin, l'introduire, en fait, dans la GMAO. En général, on est, de toute façon, c'est qu'une interface standard. En fait, ça passe par des fichiers, éventuellement des fichiers à plat qu'on peut ensuite réintégrer dans les GMAO. Et on peut d'ailleurs extraire des GMAO, des plans de maintenance et les réoptimiser dans AMprover pour ensuite les réintégrer. Donc, c'est une interface en fait très facile, très ergonomique pour aller chercher l'optimisation des plans de maintenance. J'en arrive maintenant à la fin de la présentation et je vais vous laisser bien sûr la parole pour savoir s'il y a des questions. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est voilà cette notion
d'optimisation. C'est souvent pas facile. C'est pas facile alors faire des AMDEX sur Excel, c'est pas très compliqué. Identifier des plans d'action de maintenance préventive, c'est pas forcément très compliqué non plus. Mais la vraie question derrière, c'est toujours de savoir si on est sur le plan de maintenance le plus optimal du point de vue des coûts. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut faire des calculs, parfois tâche à tâche ou équipement par équipement. Et en fait, avec l'outil que je viens de vous présenter, ça devient évidemment beaucoup plus facile et beaucoup plus facile à animer, beaucoup plus agréable à animer d'ailleurs dans un groupe de travail et pour aller chercher de l'efficacité et de l'efficience.